Alors, comme vous le savez, donc la mission de la CIBP, et on a beaucoup parlé de ça lors des dernières rencontres, enfin aujourd'hui et hier, c'est évidemment de partager les best practices, d'échanger, de transmettre. La transmission est vraiment primordiale pour la CIBP et pour vous tous. Et dans cette session, nous allons naviguer autour de l'importance de transmettre, l'expérience très enrichissante d'apprendre les uns des autres, d'explorer donc des opportunités, de continuer à créer, d'inclure différents types de personnes dans vos équipes, quel que soit leur parcours. Et pour ce faire, comme il a dit Ted, nous allons être accompagnés par l'un des chefs les plus emblématiques en France. Il ne cesse de transmettre dans ses restaurants. Et à travers ses formations, c'est le chef 2 étoiles, Thierry Marx. Thierry, merci beaucoup. Tout d'abord, au nom de la CIBP, d'avoir accepté notre invitation. On peut se dire sur le papier d'un coup, mais qu'est-ce que fait Thierry Marx dans une convention de la CIBP? Pourquoi vous avez accepté notre invitation tout d'abord? Tout simplement pour échanger. On parlait de transmission, de best practices, d'échanger ensemble justement sur quelle société on veut demain. Je crois que c'est essentiel. Vous êtes lié à l'univers de la finance, de la banque, de l'entreprise, évidemment. Et il est important, dans nos sociétés, de définir le monde qu'on va souhaiter demain. Si on laisse le monde guider les choses, ça risque d'être plus compliqué. C'est sûr. J'ai parlé du mot transmission. Alors ça, c'est le mot qui va guider toute notre conversation ensemble aujourd'hui. La transmission, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition de la transmission pour vous? C'est un mot difficile, la transmission, parce qu'on a l'impression que ce serait la transmission d'un savoir-faire, mais ça ne suffira pas. On a l'impression que ce serait une mise en conformité des personnes, mais ça ne suffira pas. Donc je pense que dans la transmission, il y a l'idée de montrer l'idée d'un projet, d'un cap, d'une voie, et d'essayer de faire en sorte de partager sa passion pour quelque chose et puis de la partager avec d'autres qui vont, eux, prendre le relais de cette passion. Mais dans transmission, il faut beaucoup d'humilité parce que, encore une fois, très souvent, on a tendance à vouloir dire « je sais, donc je transmets ». Mais hélas, nous ne savons pas grand-chose. Donc nous avons des passions métiers, des passions qui nous animent, des passions d'entrepreneuriat, et on a envie de les partager, de les transmettre. Mais encore une fois, il faut se garder de ne pas essayer de mettre les gens en conformité, mais juste de partager l'idée du projet, du cap qu'on peut se donner à tout individu pour que dans cette vie, il puisse s'épanouir. Je sais que vous êtes animé par... on s'est déjà rencontrés pas mal de fois et vous êtes animé de ce que je ressens par la passion et la transmission. Je ne vais pas prendre des choses pour argent comptant, mais c'est ce qu'on ressent quand on vous rencontre. Vous carburez à ça en tout cas. Je pense que ce serait assez intéressant pour tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui de comprendre un petit peu votre parcours. Donc je me permets de raconter quelques détails si ça vous dérange pas. Pas du tout, non. Et vous complétez parce que vous connaissez mieux votre parcours que moi. Vous avez vécu une enfance heureuse à Paris, dans le quartier de Ménilmontant. Vous vivez dans un appartement de 15 mètres carrés avec votre maman. Vous avez vécu ensuite chez vos grands-parents, pour qui vous avez vraiment un immense respect. Un petit peu plus tard, vers 11-12 ans, vous arrivez à Champigny-sur-Marne, dans la banlieue sud de Paris, dans Est, pardon. Moi, pourquoi j'ai dit sud? C'est à l'est, en effet, l'est de Paris, dans une cité. L'ennui et le contraste avec Paris est assez énorme. L'école n'est pas pour vous, ça on peut le dire. Vous traînez, vous faisiez du sport, c'était un peu votre refuge. Un soir dans la cité, même vous prenez un coup de couteau, de ce que je comprends. Et vous devez quitter la cité. Ouais. Votre maman, je ne sais pas si c'est exactement à cette époque, mais votre maman vous dit c'est l'école ou le travail. Ouais. Et votre choix a vite été fait. Il me semble que c'était votre grand-père qui vous a parlé des compagnons du devoir. C'est ça, devoirs. Oui. C'est une expérience qui va être très enrichissante pour vous. J'ai eu la chance de lire votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, je vais parler du début. C'est vrai que le début, je vais naître dans un quartier très populaire de Ménilmontant où on a beaucoup de relations, il y a beaucoup de nationalités différentes et on a beaucoup de relations avec le travail. Et ça, c'était intéressant. Quand on se retrouve dans l'autre côté de l'Est parisien, de l'autre côté du périphérique, c'est plus dur. Il n'y a plus de repères au travail, il n'y a plus de repères au projet et il n'y a plus de repères à la scolarité. Donc ça a été vraiment un manque pour moi. Qu'est-ce qui va me sauver de cela? C'est le sport. En fait, le sport, c'est faire pour apprendre. Et souvent au Japon, on dit observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Donc dans le sport, dans ce faire pour apprendre, je vais comprendre une chose très importante qui m'aide encore aujourd'hui dans la transmission, c'est que il y a ceux qui vont à l'école, qui apprennent pour faire. C'est parfaitement respectable. Et puis en France, il y avait ceux qui avaient beaucoup de mal avec l'école et on disait on va leur faire un métier et ils devront s'en contenter. Mais il y a quand même ceux qui font pour apprendre et qui peuvent tout autant s'épanouir dans la vie. Moi, je vais comprendre ça au travers du sport, que je ne suis pas finalement plus idiot que les autres, que je peux apprendre différemment. Et le sport va me donner ce premier cadre éducationnel et ensuite, bien évidemment, les compagnons des devoirs. Et les compagnons des devoirs, ça va être le même cadre éducationnel que le sport finalement. C'est faire pour apprendre. Et dans ce faire pour apprendre, je vais découvrir quoi? Une chose essentielle dans la vie. Et c'est un compagnon, un ancien qui va me le dire. Il va me dire une phrase, c'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. Plus tu vas être curieux, plus tu vas apprendre, plus tu seras un homme libre. Et dans ce côté libre, c'est ce que j'ai peut-être attrapé, cette notion de la liberté, d'apprendre, d'être curieux et de continuer à avancer. Alors ces quartiers, effectivement, étaient très difficiles, mais je me suis émancipé grâce au faire pour apprendre et à la curiosité. Et puis, grâce à une maman et un papa qui disaient « c'est pas de la faute des autres, jamais, ne cherche pas le bouc émissaire ». Donc, il faut que tu aies cette capacité à rester vertical, regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Et ça, c'est peut-être les enseignements les plus importants que j'ai à transmettre aujourd'hui aux jeunes générations. Rester vertical, avoir cette capacité à regarder au-dessus de la ligne d'horizon et de dire « oui, j'ai un projet ». Et ça, c'est l'essentiel parce que c'est cela qui vous fait avancer et ne pas regarder la pointe de vos chaussures et la terre qui va vous ensevelir. Cette capacité à avoir un projet. Je pense que c'est des enseignements super intéressants pour notre parterre aujourd'hui, puisqu'ils sont tous des managers et c'est des enseignements dans lesquels vous pouvez aussi vous puiser. Donc, si on reprend un peu le parcours, compagnon des devoirs, vous sortez avec un CAP de pâtissier, chocolatier, glacier, Ouais. j'oublie rien. Non, rien. Ouais. Vous y apprenez la discipline, le goût de l'exigence, la compétence, c'est la liberté, comme vous nous avez dit. Vous engagez ensuite dans l'armée, c'est ça, en Oui, tant que c'est vrai. parachutiste, nous en plus. Ouais. Alors, je suis né en 1959, donc je vais passer effectivement mon CAP de pâtissier, chocolatier, mais je continue à pratiquer le judo. Et en 1978, il faut faire son service militaire, c'est obligatoire. C'est pas très bien payé en France. Donc, avec quelques copains avec qui on avait choisi aussi l'apprentissage, on a décidé de s'engager. On s'est engagé pas parce qu'on pensait qu'on avait quelque chose à défendre sur la République ou sur le drapeau français, mais à l'époque, il y avait une publicité dans l'armée, c'est « si tu veux voir du pays, engage-toi ». Nous, ce qu'on voulait, c'était ne plus jamais être dans le quartier dans lequel on avait vécu. Et évidemment, le fait que je sois pratiquant judo, l'armée de terre m'a proposé de faire un service actif dans l'infanterie de marine. Et j'ai servi un mandat parachutiste d'infanterie de marine. Et ça a été pour moi une autre forme d'exigence, mais surtout de retrouver aussi l'ambiance que j'avais chez les compagnons des devoirs, de ce qu'on appelle les chemins de loyauté. Moi, je n'étais pas sous-officier, je n'étais pas officier, bien évidemment. J'étais un soldat du rang et on avait une fraternité qui était très, très, très forte, à peu près la même que celle qu'on avait, sauf que les risques étaient différents.
À votre retour, on est en quelle année? Retour, on est en 84. En 84, vous commencez à enchaîner les petits boulots, si je Ouais. comprends bien, pour revenir à vos premières amours, en intégrant des cuisines de Le Doyen, Robuchon, entre autres. Et vous allez ensuite gravir les échelons pour prendre la tête des cuisines du Regency à Sydney. Oui, alors là, c'est une partie qui est pas vraiment juste. D'abord, je vais rentrer, effectivement, je vais enchaîner les petits boulots parce que j'ai été complètement déconnecté de ma vie de pâtissier. J'ai passé beaucoup de temps avec les forces armées. Ça m'avait changé mon esprit. Je ne savais plus trop quoi faire. Et je voyais bien que les études, la culture générale me faisait vraiment défaut. Donc j'ai trouvé le moyen de travailler dans la sécurité pour me payer, des études. Donc j'ai passé mon brevet et mon baccalauréat à 24 ans. Et je me suis dit, la France, elle n'aura jamais rien pour moi. J'avais l'impression que la France ne s'intéressait pas aux gens qui venaient qui venaient de nos quartiers. Et qu'il y avait toujours le problème de l'adresse, du CV qui n'était pas assez complet. Donc je me suis dit, ben, à l'étranger, on ne me connaît pas. Les quartiers d'où je viens, ça n'intéresse personne. Donc je suis parti en Australie parce que c'était loin. Et à l'époque, il n'y avait pas Google Maps, donc je regardais c'était très loin. Et j'arrive à Sydney, au Regency Hotel, et on me dit qu'il y avait un poste de pâtissier, boulanger. Et donc je faisais des pains de mie toute la journée, des buns, comme on dit. Je faisais des buns et des buns et des buns et des buns pour le breakfast. Et c'était compliqué et ça ne m'intéressait pas. Donc je suis allé voir le chef exécutif, que je n'étais pas, hein, le chef exécutif. Et je lui dis, voilà, je ne gagne pas assez ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un deuxième job? Il me dit, il faut travailler plus. Donc prends un deuxième job. Donc il m'a dit, mais tu es français? J'ai dit oui. Bah alors tu connais la cuisine? Bien sûr. Pour une fois que ça me servait à quelque chose d'être français, j'ai dit bah oui. Et du coup je me suis retrouvé au service de banqueting et j'étais une star parce que j'étais français. Même si c'était loupé, les gens considéraient que c'était bien. Parce que j'avais ce label Made in France. Et c'était étonnant. J'ouvrais les huîtres en les trempant dans l'eau chaude parce que je ne savais pas ouvrir les huîtres. Et tout le monde disait, waouh, c'est le chef Marx, il fait ça. Donc c'est it's just a French guy, he's a wonderful. Et donc j'ai fait illusion. Mais je suis rentré en France parce que je sentais que la cuisine, ça m'intéressait. Et j'ai passé mon CAP très rapidement en candidat libre, comme on dit. Et une fois que j'ai eu mon CAP, l'aventure a commencé parce que j'ai croisé la route de Bernard Loiseau, qui m'a invité à manger. Et parce qu'il n'avait pas de place pour moi. Et je suis revenu à Paris. Et à Paris, je me présente dans une maison et on me dit, mais vous avez un CV? Je dis, oui. Il était vide. Et du coup, il me dit non, pas pour vous. Et je vais dans une autre maison de 3 étoiles Michelin qui s'appelait Taïwan avec Monsieur Deligne. Et il me dit, mais je lui dis, vous cherchez un commis? Et il me dit, oui, oui. Il y en a un qui part ce soir, donc oui, j'ai une place. Vous arrivez d'où? Et j'ai dit, de chez Bernard Loiseau. Et comme à l'époque, il n'y avait pas Google pour contrôler, j'ai été embauché avec une fake news parce que j'étais pas à travailler chez Bernard Loiseau, mais il a cru que j'avais travaillé chez Bernard Loiseau. Et pendant une année, j'ai fait illusion et ça a été, pour moi, cet homme a été un révélateur, un transmetteur vraiment de très grande qualité, et Joël Robuchon, un homme de transmission de très grande qualité, qui m'ont aidé après à faire mon parcours. Donc ça, c'est 2 personnages clés qui ont marqué votre vie. On a tous, je pense, des personnages clés dans nos parcours qui nous marquent. Vous marquez les parcours aujourd'hui aussi, je pense. Vous êtes à la tête de plusieurs établissements de renom. Vous êtes un chef d'entreprise multiple. Comment, c'était l'une des questions importantes pour tout le monde dans la salle aujourd'hui, hein, c'est revenu dans pas mal de conversations. Comment on associe tout le monde à un projet commun, Thierry? C'est peut-être la partie la plus compliquée dans l'impact managérial. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop d'ambition.
il faut être sincère, il faut être très proche des équipes et de faire admettre que ce que nous allons faire sur l'inclusion, ce que nous allons faire dans nos choix, eh bien, on va l'assumer tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un modèle managérial assez efficace. Moi, je n'ai pas fait de grandes études, vous l'avez compris, je n'ai pas de grande école de commerce, mais j'ai choisi une méthode managériale. Les Japonais diraient c'est son kodawari. Je suis dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Les faits sont les faits et les faits ne sont pas négociables. Si vous n'êtes pas dans vos ratios, si vous n'êtes pas dans vos chiffres, on va tous mourir. L'entreprise va mourir, symboliquement, mais elle va mourir. Donc il faut être dur avec les faits et bienveillant avec les gens. Je peux avoir à trancher des décisions, rien ne m'impose d'être un bourreau, jamais. Donc ça veut dire qu'il faut avoir, je ne veux pas parler de loyauté, ce que j'ai connu dans de tout petits endroits de ma vie, juste de sincérité et d'honnêteté. Et une fois que vous diffusez ça dans l'entreprise, eh bien, une autre approche va naître. Ensuite, il faut se dire, on va tous se mettre d'accord, dans cette entreprise, il n'y a pas d'erreur. Et ça vous paraît absurde ce que je suis en train de vous raconter, mais dans il n'y a pas d'erreur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que dans une erreur, il y a une opportunité. Et ça évite de mettre une pression excessive sur les collaborateurs. Ils ont le droit à l'erreur, mais ils ont le droit aussi de rattraper cette erreur. Donc on dit, si c'est une opportunité, on va faire l'analyse causale de ce qui s'est passé, on va voir comment on a amélioré l'expérience client et comment on va pouvoir partager tout ça ensemble. Ce qui était très important pour moi, c'était de mettre une pression excessive sur les collaborateurs. Et donc j'ai trouvé ce moyen pour démontrer qu'on pouvait, dans des chaînes de commandement très courtes, donner de l'autonomie, qui ne veut pas dire indépendance d'ailleurs. On peut donner de l'autonomie à des gens en acceptant qu'ils fassent des erreurs, mais qu'ils vous expliquent ce qui s'est passé et comment vous avez amélioré l'expérience client. Et ça, pendant des années, eh bien, je le travaille. Si c'était un logiciel que je pouvais vous vendre, je serais très heureux, mais le logiciel, c'est de l'humain, c'est du vivant. Ça veut dire que tous les matins, dans toutes nos entreprises, on fait ce qu'on appelle un morning meeting pour se connecter ensemble. Bonaparte avait une phrase qui était très intéressante quand on lui demandait ce qu'était un soldat. Il disait, un soldat, c'est un homme indépendant pour vivre, mais uni pour gagner. Et dans nos entreprises, on est tous indépendants pour vivre. On a nos vies à l'extérieur, nos enfants, nos familles, nos problèmes, nos joies, nos tristesses. Mais dans l'entreprise, à un moment donné, il faut se reconnecter à de l'humain. Il n'y a pas encore de logiciel pour ça. Et c'est très important d'amener de l'humilité, de la loyauté ou de la sincérité plutôt. Et puis de se dire, on va être dur avec les faits, parce que les faits ne sont pas négociables. Et on va être bienveillant avec les gens. Et on s'aperçoit que tout doucement, comme un sachet de thé dans un bol d'eau chaude, les choses s'harmonisent assez bien. Nous, dans cette salle, on a beaucoup abordé les valeurs d'une modèle coopérative, évidemment. C'est le cœur et c'est l'humain qui est au cœur des activités de tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. L'une de vos, je ne sais pas si on peut dire piliers, c'est la formation aujourd'hui, de la formation gratuite, des personnes en réinsertion aussi. C'était un besoin pour vous de créer ces pôles de formation. Comment c'est venu en fait cette envie de former? Alors, un besoin, pour moi, oui. Un besoin pour nous, sûrement. Parce que, je vais vous expliquer la genèse, l'origine de cela. En 2004-2006, je suis élu chef de l'année. Voilà, de big chef, de bossy, comme disent mes petites filles. Et je suis très heureux avec ça, mais je sens que c'est quelque chose qui n'est pas durable. Et il y a un article dans un journal qui s'appelle Libération, Thierry Marx, ceinture noire et cordon bleu, l'anti-terroir. Le fait que je vienne d'un quartier difficile, le fait que j'ai eu une vie peut-être un petit peu atypique, faisait que j'étais une énigme, l'anti-terroir. Donc, ce papier arrive très très bien pour moi, et puis ensuite enclenche un envoyé spécial, 52 minutes sur mon parcours de vie.
Et là, vous avez raconté toute votre intimité, tout ce que vous avez caché à tout le monde pendant des années. Et énormément de gens m'écrivent de mes quartiers, de gens qui ont des difficultés, et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et ma chance a été de rencontrer peut-être Julien Lauprette, qui était le patron du Secours Populaire, et surtout Véronique Colucci, qui va me dire, mais viens au Resto du Cœur, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose, et ça. Et là, je me dis, je veux bien aider, mais je trouvais que je ne servais pas à grand-chose finalement. Et tout d'un coup, je vois des gens avec qui je fais la cuisine, et je les vois heureux de faire la cuisine. Et je me dis, il y a peut-être une idée pour créer des écoles, pour retrouver l'idée du projet. Pas d'un emploi par défaut, l'idée d'un projet. Et dans cette idée du projet, eh bien, on a créé la première école de formation gratuite au métier de la cuisine. Et ça a marché très fort. J'étais à l'époque dans un jury qui s'appelait Top Chef, donc je bénéficiais d'un ramp-up qui était assez intéressant pour trouver des sponsors. Mais très rapidement, les sponsors ont disparu. Il a fallu financer ces écoles, et qui avaient un taux d'inclusion de 92%, ce qui était colossal. Et on m'a dit, tu devrais demander à un grand patron, à des banques, à des gens du 440 de t'aider. Je dis, mais moi, je ne vais pas faire pipi avec les gens du 440. Donc, on me présente un monsieur extraordinaire. Il vient un jour me voir, je lui montre mon PowerPoint, il me dit, ouais, c'est génial, vous allez évidemment me demander de l'argent. J'étais vexé, je lui ai dit, non, je vais vous demander un réseau. Il m'a dit, alors là, je peux vous aider. Il m'a emmené à Monaco, j'ai rencontré une vingtaine de personnes du 440 qui ont dit, moi j'ai une fondation. Et les écoles ont démarré comme ça. Et hélas, quelques semaines avant sa mort, je lui dis, Christophe, pourquoi tu nous as donné un coup de main pour ces écoles? Elle m'a dit, c'est simple, sur cette planète, si on continue comme ça, on va s'entretuer. C'était 6 semaines avant le Bataclan. Vous voyez que cette fracture sociale aujourd'hui, cette société multifracturée, elle n'est pas sur une seule fracture, multifracturée, il faut remettre des passerelles. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une autre économie possible, qui est l'économie qu'on connaît, qu'on peut critiquer, qu'on peut détester, mais on se dit, aujourd'hui, une entreprise qui performe, eh bien, elle est capable de mesurer sa croissance. Moi, ce que j'appelle la croissance en conscience. Elle mesure ses résultats, bien évidemment, et son impact social et son impact environnemental. Moi, aujourd'hui, toutes les entreprises que j'ouvre, j'essaie d'avoir au moins 15 à 20% d'inclusion dans mes entreprises. Et quand je suis arrivé à la tête du syndicat de l'hôtellerie-restauration, la première des choses que j'ai faites, j'ai créé un CV numérique pour que des gens qui aient des diplômes puissent s'inscrire à l'emploi, mais des gens qui n'aient pas de diplôme puissent s'inscrire aussi à l'emploi. Vous voyez, c'est ces mécaniques-là qui font que quand vous montez des entreprises à impact social et environnemental, elles ont le devoir de faire de la croissance, mais à un moment donné de faire de la croissance en conscience. Et c'est plus facile d'emmener sur la question que vous m'avez posée au début, toute l'équipe, tout le mouvement managérial de l'entreprise au travers que cette idée que cette entreprise, elle fait de la croissance, mais elle a un impact social et un impact environnemental, même s'il est modeste au départ. On arrive à 5 minutes de la fin de notre échange. Je le dis parce que je sais que vous êtes dans la participation dans la salle, donc je vous encourage à réfléchir à quelques questions qu'on pourrait poser au chef. Juste pour terminer, vous avez eu... moi j'ai l'impression que vous avez eu 9 vies, Thierry. Compagnon du devoir, passage à l'armée, la sécurité, la reprise de vos études, le bac à 25 ans, les grandes maisons, les voyages, l'innovation, les formations. Qu'est-ce qui vous drive? Ce qui me drive, c'est cette envie de dire que le monde est... Vous savez, Marx, pas moi, l'autre, disait, celui qui avait des cheveux et qui a écrit beaucoup plus de livres que moi, mais il disait... Le capitalisme est efficace, mais il n'est pas juste. Moi, j'aimerais ramener un petit peu d'équité sur cette société. Et je pense que au travers du monde de l'entreprise, au travers de l'univers du luxe, le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Eh bien, on puisse ramener une société beaucoup plus apaisée et de faire en sorte qu'un ouvrier qualifié puisse devenir cadre et qu'un cadre puisse entrevoir de devenir chef d'entreprise et de choisir sa vie. Et je pense que c'est un modèle qui
peut encore trouver une façon d'épanouir cette planète avec un peu plus je dirais de sincérité et encore une fois un peu plus d'harmonie que ce que nous avons aujourd'hui sur une société qui est multifracturée. Je suis sûre que les propos de Terry Marx parlent à beaucoup d'entre vous. Je vais ouvrir la salle à quelques questions. Levez la main, nous avons des hôtesses ou des hôtes qui descendent les escaliers pour recueillir potentiellement vos questions. Ou si vous avez un commentaire à partager avec nous, on aimerait beaucoup vous entendre. Levez la main en anglais, en français, en espagnol. Il y a quelqu'un qui... Non, c'est le monsieur le cadreur. Ne soyez pas timide. Oui, merci beaucoup. C'est parfois difficile de commencer avec les questions, mais merci beaucoup. In which language? Hang on a minute. In which language will you ask the question? Quelle langue? Which language? Portuguese. Hang on. We put the... Okay. Et français, c'est 1, Thierry. OK. C'est bon. On va écouter. Moi, je n'entendrai pas la question, malheureusement, mais je comprendrai la réponse, en tout cas. Allez-y. Diante de tudo que foi dito por você, sua filosofia e seu propósito, ele é cooperativo. Então, sua principal instituição financeira ou a principal instituição financeira da sua empresa é cooperativa? Se não for, a gente lhe convida a ser. Merci. Non, je ne sais pas si c'est des coopératives financières. En tout cas, ma philosophie n'avait pas beaucoup d'écho il y a quelques années. Il a fallu attendre les années de la crise sanitaire, de la crise Covid, pour que les banques et les fonds impact à qui je m'adressais puissent entendre l'idée d'une croissance en conscience et de prêter de l'argent à quelqu'un qui dit si vous me faites des paybacks à 3 ans, ça va être compliqué. Si vous me faites des paybacks sur 5 et 8 ans, je peux faire rendre l'argent que vous m'avez prêté. Et finalement, après le Covid, beaucoup de systèmes bancaires, de fonds impact ont accepté de prêter de l'argent pour que je puisse racheter des entreprises et de mettre en place tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas milliardaires, mais nous remboursons l'argent que nous avons emprunté. Nous avons monté un modèle, comme je l'ai dit, de croissance en conscience, de croissance à impact social et environnemental. Et aujourd'hui, ça fonctionne, mais nous avons aussi amené ça dans l'univers de l'agriculture, notamment avec Bleu Blanc Cœur. Nous avons amené ça dans énormément de domaines pour qu'on puisse tendre sur cette planète des passerelles, finalement, pour que les gens puissent s'épanouir dans un projet. Et notamment, quand je parle de projet, il est bien évidemment, je parle de projet personnel pour les candidats, mais quel projet de société? Je pense que rien ne vous échappe à vous autres de l'actualité, mais vous voyez bien que cette société, elle est de plus en plus fracturée. Même moi, qui suis un simple cuisinier, de mettre tout le monde d'accord autour d'une table, c'est compliqué. Aujourd'hui, ma grand-mère, si je pense à ma grand-mère, elle amenait un pot-au-feu sur la table et tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui va être halal, kasher, vegan, végétarien, qui mange que le quinoa, qui ne mange pas de sucre. Donc c'est très difficile de faire unité dans la société. Donc il faut absolument retendre des passerelles. Et je pense que les moteurs économiques doivent nous permettre de tendre des passerelles et que le monde de l'entreprise est peut-être le seul univers politique qui va pouvoir proposer quelque chose pour une société meilleure. Et je crois que le rôle des chefs d'entreprise va être déterminant à ce sujet. Et je finis mon propos là-dessus, mais ce qui m'a toujours fait peur dans l'histoire, c'est les années 30. Regardez ces années 1930, sorties de la guerre de 14-18, une société qui devient économiquement folle et finalement nous amène à une deuxième guerre mondiale. On va arriver dans les années 2030 et je pense que nous, monde de l'entreprise, vous, monde de la finance, devons réfléchir à quelle société nous voulons transmettre à nos enfants et petits-enfants. Je prendrai une dernière question, si on n'a plus beaucoup de temps, mais une dernière, si quelqu'un
veut. On a couvert beaucoup de sujets, c'est vrai. Thierry, je vous remercie vivement. Non, merci de votre invitation. Cet échange. On Merci. a passé un moment exceptionnel. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Et très bonne session et très bon travail Merci. sur le futur. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir encore. Merci Thierry Marx.